À la croisée des préoccupations individuelles et collectives, l'orientation scolaire et professionnelle est porteuse d'enjeux sociétaux essentiels. Pour l'individu, l'orientation cristallise les aspirations d'épanouissement, de réalisation de soi et détermine la place que chacun occupe dans la société. Dans ma vie future, ce qui est le plus important pour moi, je pense, c'est l'épanouissement. D'acquérir de l'expérience. C'est l'épanouissement personnel et professionnel. De me plaire dans le métier que je veux faire, parce que c'est ce qui va me combler le plus de temps dans ma vie. Le métier qui va me plaire, ça va être un métier pour lequel je vais me lever le matin. Dans lequel je me reconnais, qui a des valeurs qui me ressemblent. Je crois que ce que j'avais envie, c'est d'avoir un métier où on ne m'impose pas, où on me laisse assez libre, avoir le moins de chefs possible, ce qui était important, m'habiller comme je le voulais, mais ça c'était quand j'étais plus jeune, mais c'est moins important aujourd'hui. Et donc voilà, tout ça c'était vraiment une envie d'être assez indépendant. C'est très important que mon travail soit utile, justement parce que j'ai l'impression de contribuer à changer le monde, on va dire. C'est vrai aujourd'hui, comme ça l'était il y a plus d'un siècle. Rien n'est plus important que le choix d'une vocation professionnelle, si ce n'est celui d'un mari ou d'une épouse, affirmait déjà le psychologue américain Frank Persons au début du XXe siècle. Mais à ce moment, aucune structure, aucune méthode, aucune politique n'existait pour y faire face. Dans la France des années 1900, naît l'idée, formulée par le psychologue français Alfred Binet, que l'orientation professionnelle devrait permettre de construire une société où chacun travaillerait selon ses aptitudes reconnues, de manière à ce qu'aucune parcelle de force physique ne fût perdue pour la société. Selon l'idéal de la Troisième République, la satisfaction des besoins sociaux devrait rejoindre celle des besoins individuels pour un fonctionnement optimal et harmonieux de la société, car les enjeux de l'orientation ne sont pas seulement individuels, ils sont également collectifs. L'orientation contribue aux grands équilibres sociétaux, aux enjeux de la démocratie, mais aussi à l'ajustement des ressources humaines et des compétences aux besoins des entreprises et de l'économie. Aussi, la question de l'orientation occupe-t-elle de façon récurrente une place prépondérante dans les décisions d'organisation du système éducatif. Ces enjeux vont se cristalliser autour d'une toute jeune discipline, la psychologie scientifique, pour classer les individus suivant leurs aptitudes, selon des méthodes objectives et rigoureuses. C'est dans ce contexte qu'en 1928 est créé l'INOP, l'Institut national d'orientation professionnelle par Julien Fontaigne, Henri Logier et Henri Pierron, professeur de psychophysiologie au Collège de France et pionnier du développement de la psychologie scientifique en France. Celui-ci prendra la tête de l'INOP et le pilotera avec son directeur adjoint, Henri Vallon. En 1939, la structure est renommée, devient l'INETOP, l'Institut national d'études du travail et de l'orientation professionnelle, et s'installe dans le nouveau bâtiment de la rue Gay-Lussac. Au cœur de Paris, à proximité de divers laboratoires, le contexte scientifique sera favorable au développement de ces deux missions principales. Former des conseillers d'orientation professionnelle et mener des recherches destinées à les doter de tests susceptibles de déceler les aptitudes requises par les différents métiers. Et alors, il y a un mouvement en faveur du développement de l'orientation professionnelle avec deux types d'acteurs. Des gens de terrain qui sont issus des anciens bureaux de la main-d'œuvre, des ingénieurs, des choses comme ça, et puis des universitaires. Des universitaires, parmi lesquels il y a Pierron, mais aussi Vallon, enfin il y en a 7 ou 8 qui sont connus, des universitaires qui ont acquis une renommée dans leur secteur et qui s'investissent dans l'orientation professionnelle pour des raisons plus politiques que scientifiques. Les travaux du service de recherche visent alors à inventer et perfectionner les techniques d'évaluation psychométrique des aptitudes pour établir objectivement un diagnostic d'orientation. De très nombreux tests furent créés et diffusés, notamment par le bulletin de l'Institut, le BINOP, qui deviendra bien des années plus tard l'orientation scolaire et professionnelle, l'OSP, revue scientifique pluridisciplinaire. Ces travaux eurent un fort retentissement national et international. Ils s'inscrivent dans une conception adéquationniste qu'illustre bien Mauvezin. Les individus sont des clés et les métiers des serrures. Le rôle de l'orienteur est de faire coïncider les clés et les serrures. En 1937, le diplôme de conseiller d'orientation professionnelle est créé. L'INETOP a le monopole pour sa délivrance. En 1941, l'INETOP devient un institut du CNAM, Conservatoire national des arts et métiers, et possède un centre d'orientation accueillant le public. En 1945, il y avait à peu près 500 psychologues. À peu près.
fait pas beaucoup par rapport à maintenant. Sur ces 500, il y avait 400 conseillers d'orientation, en 1945. Et les conseillers d'orientation étaient tous formés à l'INOP, ceux-là. Donc l'INOP avait une position tout à fait prépondérante encore dans les années 50. Quoi. Alors ensuite, évidemment, la psychologie s'est massivement développée dans les universités, et l'INOP est devenu un centre de recherche, j'allais dire comme un autre, avec une histoire un peu plus longue, mais pas radicalement différente. Maurice Reclin prendra la succession de Piron en 1964. Dans les années qui suivirent, les travaux du service de recherche vont se diversifier en partenariat avec l'université Paris 5 et l'école pratique des hautes études. On peut dire qu'avant Reclin, parce que c'est quand même lui qui a joué un rôle important, la psychologie différentielle, c'était fabrication des tests. Et puis il y avait une psychologie générale qui étudiait le fonctionnement psychologique général. Et l'apport de Reclin, c'est de mixer ces deux choses en disant que les lois générales ne sont souvent pas si générales qu'elles en ont l'air. Il faut introduire la variabilité. Donc, si vous voulez, l'apport de Reclin, ça a été de mixer l'étude générale et l'étude de la variabilité. Ils vont contribuer encore plus largement au développement de la psychologie en France, faisant de l'INETOP un lieu de production scientifique majeur en psychologie, tout en restant la pierre angulaire de l'orientation en France. On y développe des recherches en psychométrie, en psychologie des apprentissages, du développement et du conseil en méthodologie et en statistique. Maurice Reclin fonde la psychologie différentielle moderne comme science des différences interindividuelles. Beaucoup de conseillers formés à l'INETOP poursuivirent ensuite leur carrière comme universitaires, contribuant à l'essaimage et au rayonnement de l'INETOP. Ce rayonnement scientifique et cette position hégémonique en orientation s'est largement poursuivi dans les décennies qui ont suivi et qui ont vu l'INETOP dirigé successivement par Michel Huttot, Jean Guichard, Anne Lancry et depuis 2009, Even Loirer. En réponse aux évolutions de la société, les modèles et les méthodes de l'orientation ont progressivement évolué. L'INETOP a été souvent pionnier pour les développer et a conservé une forte réputation de compétences scientifiques et de rigueur méthodologique. En relation avec le développement de l'orientation des adultes, l'INETOP jouera par exemple un rôle essentiel dans la conception des bilans et des portefeuilles de compétences. L'INETOP a ainsi développé de multiples partenariats avec les organismes qui se préoccupent d'orientation et d'insertion en France et de nombreuses entreprises privées. Ouvert à l'international, l'INETOP a su créer de nombreuses collaborations, allant jusqu'à ouvrir un master à Hanoï, ou encore en participant activement aux organisations internationales sur l'orientation. La mondialisation a profondément transformé la plupart des sociétés, et tout particulièrement les sociétés occidentales. On peut se référer au concept de Bauman qui décrit maintenant, qui dit que nos sociétés modernes sont devenues des sociétés liquides. Cela veut dire que précédemment, selon Bauman et selon d'autres auteurs d'ailleurs, dans la modernité solide, certaines institutions majeures, telles que des religions, des idéologies, des partis, des associations, des syndicats, des représentations collectives, fournissaient aux individus des cadres prédéfinis pour se diriger dans la vie. Autrement dit, les individus trouvaient des repères établis. Dans la modernité liquide, cette fonction institutionnalisée de soutien, de holding, s'est estompée. Dans un tel contexte, les individus n'ont d'autre alternative que de déterminer par eux-mêmes ce que vivre signifie à leurs propres yeux. Les individus doivent donc définir leurs valeurs fondamentales ou les biens clés qui assurent cette fonction de soutien et qui leur permettent de construire leur vie et leur carrière. En un mot, les individus doivent s'engager dans un processus continué de conception et d'orientation de leur vie professionnelle. À tout âge, on est étudiant. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, même si ça fait, 30 ans ou plus que ça que je suis dans la recherche, on apprend chaque jour. Je ne peux pas arrêter d'apprendre. Il faut que je lise, que je me documente, que je discute avec des collègues, que je travaille sur mes faiblesses, des choses que je ne fais pas bien. Donc on est obligé d'accepter ça. Et si on accepte ça, de nouveau, dans tous les métiers, on va être capable de rebondir, de se réinventer. Donc moi je crois que la formation par la recherche et à la recherche, c'est une formation de base qui est intéressante. Ce qu'on apprend, c'est un très bon sens logique, une bonne organisation, un esprit critique. Et quel métier n'a pas besoin de ça, quoi. La réalité, c'est qu'il y a de plus en plus besoin d'une personne capable d'associer des spécialistes. Et que cette personne-là, c'est pas forcément la généralité. Il faut quelques transversaux, comme moi,
globalement incompétent dans chaque truc, mais capable de comprendre tous les domaines, donc de les unifier. Mais je suis ni bon en bio, ni bon en photonique, ni bon en électronique, ni bon en rien du tout. Par contre, je parle toutes ces langues. Donc je suis un vrai interprète de la science. Depuis 1928, le monde a changé. La mondialisation et les progrès technologiques ont transformé l'économie et le monde du travail. Le changement est devenu la règle. Le marché du travail évolue désormais plus vite que ne peut évoluer un système éducatif et de nombreux nouveaux métiers vont apparaître. Chaque jeune, entrant aujourd'hui sur le marché du travail, connaîtra en moyenne 7 positions professionnelles différentes tout au long de sa vie. Les trajectoires professionnelles ne sont plus ni linéaires ni prévisibles. L'orientation était initiale et ponctuelle, elle concerne désormais tous les âges de la vie. Son objectif n'est plus tant de mettre en relation des individus et des métiers, mais d'aider les personnes à construire leurs compétences à s'orienter et à positionner leur vie dans ce monde mouvant. Ah là, je sais pas. Dans 15 ans, je me vois être ostéopathe. Là, à vrai dire, pour l'instant, j'en ai aucune idée. Dans 15 ans, j'espère avoir fini mes études. J'ai pas la moindre idée, parce que le quotidien de la recherche, tout particulièrement la recherche dans une société privée, en l'occurrence par des fonds privés, dépend exclusivement de notre réussite, de notre succès. Et est-ce que je serai quelqu'un qui réussira ce qu'il a entrepris? Pour l'instant, personne ne peut le dire. Je me repose très régulièrement la question de savoir si oui ou non je continue 6 mois de plus. La réalité, c'est que ma vision, elle est à 6 mois, 1 an. Je me vois... c'est une question assez difficile. Je suis encore jeune et c'est assez difficile de se projeter. Mais dans 15 ans, je me vois à Paris, je pense, toujours. Je me vois toujours dans le milieu de la science, travailler. Je ne sais pas si je resterai dans l'académique, mais je me vois en tout cas au moins heureuse de travailler, heureuse de vivre et épanouie. L'INETOP aujourd'hui, c'est un ensemble de personnes qui partagent une expertise et une grande passion pour les questions d'orientation, une fierté également pour l'héritage de cet institut. Les activités de l'INETOP s'inscrivent pleinement dans les grandes missions du CNAM, que sont la formation, la recherche, la diffusion des connaissances, avec un fort ancrage dans les milieux professionnels. Au cours de ces dernières années, l'INETOP a poursuivi ses activités de recherche appliquées en psychologie de l'orientation, s'est doté d'un observatoire, d'une consultation, et a très largement élargi son offre de formation qui va maintenant de la licence jusqu'au doctorat, avec 3 parcours de master, 5 certificats spécialisés, plus d'une centaine d'unités d'enseignement, une offre de formation continue très riche, de façon à mieux répondre à tous les besoins de formation des professionnels de l'orientation. Les membres de l'INETOP font partie d'une équipe de recherche en psychologie de l'orientation qui fait partie du Centre de recherche sur le travail et le développement, le CRTD. Cette équipe de recherche comprend donc 60 personnes, 19 enseignants-chercheurs et 19 doctorants et des membres associés. Nous avons en tout 7 thématiques de recherche. Une thématique qui concerne, qui traite des questions des parcours et des ruptures dans les parcours scolaires et professionnels et de formation, et qu'il s'agisse donc toutes sortes de transitions de l'école au travail en passant par les transitions de milieu de carrière et des transitions vers la retraite. On a une thématique qui traite du sens de la vie et du sens du travail, thématique dans laquelle nous développons diverses méthodologies d'accompagnement, des méthodologies assez innovantes. Une thématique concerne les questions de la qualité de vie au travail et de la qualité du travail à travers une thématique qu'on appelle travail décent. Une autre concerne un focus que nous mettons sur les publics en difficulté, les publics vulnérables, marginalisés, la question de comment amener ces personnes, accompagner ces personnes à réfléchir à leur orientation et leur construction de soi. Nous avons un thème également qui traite des questions du genre, de la discrimination liée au genre, que ce soit dans le monde éducatif, dans le monde de la formation ou dans le monde du travail.
Une autre thématique traite des processus psychologiques mobilisés dans la construction de soi des individus. Et enfin, une thématique fait un focus sur les secondes parties de carrière, les transitions vers la retraite, donc une thématique qui est importante aussi compte tenu de la multiplication de ces situations chez les individus aujourd'hui. On s'intéresse également à l'impact des nouvelles technologies, du numérique et de l'intelligence artificielle sur les pratiques de conseil en orientation. L'Observatoire des politiques et des pratiques innovantes en orientation, OPIO, a été inauguré en mars 2010. Il vise à soutenir la professionnalité des acteurs et actrices de terrain dans le domaine de l'orientation tout au long de la vie. Pour cela, il mène différentes actions, de la veille documentaire, des études et recherches appliquées, du développement de méthodologies, d'outils, l'adaptation d'outils. L'OPIO se veut dans une démarche collaborative, c'est-à-dire qu'à la fois on sollicite les professionnels pour mener à bien diverses activités et des recherches-actions, mais nous sommes également sollicités par des professionnels, des startups qui créent de nouveaux outils, de nouveaux dispositifs pour les aider et les accompagner dans la mise en œuvre de leur activité. Cette année, par exemple, nous avons été sollicités pour 2 recherches et notamment une recherche action européenne dans le cadre de la prévention du décrochage. Aujourd'hui comme hier, l'INETOP cherche à répondre aux besoins de la société en matière d'orientation par l'innovation sociale, technologique et scientifique.